Pendant près de 5 siècles, les mers au large de l'île canadienne de Terre-Neuve ont constitué les pêcheries les plus abondantes au monde. Au début des années 70, la pêche était à son apogée et plus de 800 000 tonnes de cabillaud étaient débarquées chaque année par les chalutiers qui sillonnaient les grands bancs. À la fin des années 80, les stocks de poissons montraient des signes évidents de recul, mais pêcheurs et politiques n'y ont pas prêté attention. L'impensable s'est alors produit. En 1992, le cabillaud a tout bonnement disparu. Une surpêche débridée avait réduit les stocks à 1% de leur niveau historique et le gouvernement fut contraint de fermer les pêcheries. La région a fort souffert de l'effondrement de l'industrie de la pêche. Malgré 26 milliards de dollars d'aide d'État, 70 000 personnes ont quitté la province ces 10 dernières années et les stocks de cabillaud ne montrent aucun signe de rétablissement. L'une des leçons tirées de l'effondrement du cabillaud de Terre-Neuve est que les méthodes traditionnelles de mesure de la richesse, comme le produit intérieur brut, peuvent être trompeuses. Ancien ministre adjoint provincial de la pêche, David Vardy est aujourd'hui conseiller en politique maritime. L'industrie de la pêche représentait 10 à 12% du produit intérieur brut dans les années 70 et 80. Aujourd'hui, cette part n'est plus que d'environ 5%. Mais vous savez, le PIB n'a aucun intérêt s'il s'appuie sur des ressources non durables, car il ne mesure pas le bien-être, mais le pouvoir de consommation disponible, par opposition aux revenus sur capital fixe. L'effondrement de l'industrie du cabillaud a contraint les autorités locales à s'interroger sérieusement sur les modalités de création, de distribution et de mesure de la richesse dans la province. Doug May, professeur d'économie, et Alton Hollett, chef statisticien, ont contribué à la création des Community Accounts qui permettent aux politiques de s'assurer que leurs objectifs d'accroissement du bien-être se traduisent effectivement dans la réalité et qui permettent aux habitants de l'endroit de comparer les résultats de leur ville à ceux des villes voisines. Il faut un système comptable qui permette de déclarer à la population que, oui, nous faisons des progrès, pas seulement en termes de prospérité, mais aussi en termes de durabilité, de santé et d'éducation. Le PIB est la mesure la plus connue des performances économiques dans le monde. Mais le PIB mesure toutes les activités économiques, la lutte contre le crime, les catastrophes naturelles et la destruction de l'environnement, qu'elles contribuent ou non au bien-être de l'individu ou au progrès de la communauté. Et cela peut avoir des résultats fâcheux. La petite ville de Cardinal, sur le fleuve Saint-Laurent, en Ontario, paraît bien calme aujourd'hui. Mais il y a 10 ans, elle était au bord du gouffre. En janvier 1998, une violente tempête de glace a ravagé cette partie de la côte est du Canada. Plus de 30 personnes ont perdu la vie. Des millions d'arbres ont été endommagés ou détruits et près de 5 millions de personnes ont été privées de chauffage ou d'électricité au plus fort de l'hiver. Larry Dishaw, maire de Cardinal, et la conseillère municipale Donna Gladstone n'ont pas oublié la pire tempête de glace du siècle. On ne peut s'empêcher bien sûr de penser au 11 septembre qui a marqué les esprits. La catastrophe de 98 est du même niveau, c'est certain. Les gens en parlent encore. C'était effrayant. Comment faisaient les gens pour vivre sans toutes les choses que l'on a aujourd'hui? On en a eu un aperçu à l'époque. La tempête a causé plus de 1,6 milliard de dégâts, rien qu'au Canada. Mais Hans Messinger, qui en a analysé l'impact pour Statistics Canada, estime que les conséquences à long terme sur le PIB ont été largement positives en raison des montants investis dans la reconstruction. Messinger est désormais au premier rang des efforts déployés en vue de créer le CIW, l'indice canadien du bien-être, une alternative au PIB pour mesurer les progrès. L'augmentation des richesses est certes une bonne chose, mais elle doit être gérée correctement, de manière à profiter à la société et à sauvegarder l'environnement. Et le CIW s'efforce d'allier ces différentes dimensions afin de mesurer le bien-être en termes de qualité de vie. Il ne s'agit pas seulement de revenus ou de richesses, mais davantage de ce que les gens estiment important dans la vie. Le produit intérieur brut mesure le volume de biens et de services produits par les entreprises et les services publics pendant une année. Mais il ne dit rien de la distribution des richesses à travers une nation.
Ces 10 dernières années, le PIB britannique a connu une croissance plus rapide que celui de la plupart des pays européens. Mais cette croissance n'a guère contribué à combler le fossé entre les riches et les pauvres. Nous sommes à Londres, premier centre international des affaires et de la finance au monde. Chaque jour, l'équivalent de plus de 1000 milliards de livres en devises étrangères est échangé dans ce que l'on appelle le Square Mile. C'est la région la plus prospère d'Europe et nombre de ceux qui y travaillent sont extraordinairement riches. Or, à un bon kilomètre de la ville, beaucoup vivent dans la pauvreté. Dans la municipalité de Bethnal Green, près de la moitié des enfants vivent dans des familles dont l'un des parents au moins est sans emploi. Beaucoup d'autres, sans être pauvres, attendent encore les retombées positives du boom économique du Royaume-Uni. Enrico Giovannini est chef statisticien à l'Organisation de coopération et de développement économique à Paris. Quand un grand nombre de personnes sont sans emploi, n'investissent pas dans les ressources humaines, etc., elles s'inscrivent hors des circuits de production généraux. Et dans un sens, c'est une perte pour l'ensemble de la communauté. Une société dans laquelle seuls quelques-uns deviennent très, très riches et les autres restent très, très pauvres n'est pas viable à long terme. Paradoxalement, bien que les pays occidentaux se soient considérablement enrichis ces 50 dernières années, de nombreuses personnes ne sont pas plus riches pour autant, et ceux qui ont réussi ne sont pas nécessairement plus heureux. La croissance ne profite qu'aux riches, pas aux gens ordinaires des classes ouvrières. Pour eux, la situation se dégrade. Avoir de l'argent peut être source d'ennui. Il est clair que ça aide beaucoup, mais je ne crois pas que ça rende heureux. Je pense que personne, pas même la personne la plus riche, ne se sent plus riche, car elle veut toujours plus. De toute évidence, le niveau de vie s'est amélioré, mais à quel prix? Lord Richard Layard, professeur à la London School of Economics, est l'auteur d'un best-seller intitulé en français « Le prix du bonheur », dans lequel il soutient qu'au lieu de faire de la croissance économique l'objectif primordial, les responsables politiques devraient se soucier davantage du bien-être des gens. Prenez le degré de satisfaction à l'égard des principales relations que les gens ont. Satisfaction dans le mariage, au travail, au sein de la communauté. On constate qu'ils baissent à mesure que le revenu augmente. Beaucoup vous diront que leur vie est de plus en plus compliquée et stressante. Il est évident que nous adorons un faux Dieu quand nous affirmons que presque tout est justifié dès lors que cela produit une augmentation du PIB. Le PIB est une bonne manière de mesurer la production, mais on note un consensus croissant selon lequel de nouveaux outils sont nécessaires pour calculer le progrès, le bien-être et notre empreinte écologique sur la planète. En partenariat avec l'OCDE, la Banque mondiale et d'autres instances, la Commission européenne travaille à l'élaboration d'un nouvel ensemble d'indices visant à aller au-delà du PIB, afin de prendre en considération les progrès économiques, certes, mais aussi les progrès sociaux et environnementaux. La Commission européenne serait ravie de parvenir à fixer quelques indicateurs scientifiques aussi performants que le PIB pour mesurer le progrès social et la protection de l'environnement, parallèlement au PIB. De plus en plus de gens arrivent à la conclusion que ce n'est pas seulement la quantité de croissance qui importe, mais aussi sa qualité. Le défi consiste à présent à mettre au point un moyen de mesurer le progrès durable, la vraie richesse et le bien-être qui soit suffisamment fiable pour les décideurs politiques et suffisamment clair pour le grand public.